Honnêtement, moi j'étais dans une organisation, une ASBL étudiante qui s'appelait le CCI, et on organisait régulièrement des conférences sur les startups. En 2011, c'était un peu nouveau mot trendy. Pour moi, c'était un peu un concept nébuleux. C'est un peu à la mode, ouais. Et donc je me suis dit, moi, les startups, quand on posait la question à l'assemblée, qui voudra un jour lancer sa startup, pour moi c'était, je pense pas qu'un jour je serai chef d'entreprise. Enfin, en tout cas, voilà, j'y avais pas vraiment je sentais pas le besoin. Mais c'est juste venu parce que voilà, j'étais confrontée au problème et que j'avais envie de changer de vie, et que je sentais que j'étais pas spécialement à ma place, moi je suis quelqu'un d'assez créative, et moi j'avais besoin de plus de changement, j'avais besoin d'avoir un impact plus important sur ce que je faisais. Aujourd'hui on est avec Florent et Caroline qui ont lancé SmartBeam. Est-ce que vous pouvez présenter votre start-up ? Tout à fait. Donc, c'est une start-up qui vise à développer un software de gestion budgétaire pour la construction. D'accord. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on a commencé le projet. Okay. On est issus du monde de la construction, également de la technologie. Je peux un peu t'expliquer la genèse du projet. La genèse, Donc en gros, moi je suis ingénieur en construction. Je suis diplômée du CEL en 2013. Et j'ai bossé pendant 2 ans sur des chantiers de construction pour un grand groupe comme ingénieur de projet. Et voilà, au fil de ces deux années, j'ai réalisé qu'il y avait quand même pas mal d'inefficacité. Parce que nous, on vient d'un milieu tu vois, où on est étudiant, pour nous tout est user friendly, on est habitué à avoir des apps qui fonctionnent bien, on est habitué on a fait des études où on utilise quand même pas mal de logiciels, où on est habitué à l'efficacité, et puis on arrive dans le milieu du travail où en fait on se retrouve à utiliser Excel, PowerPoint, enfin toute la suite Office, et avec des process qui sont quand même très lents et avec beaucoup d'inertie. Et donc du coup voilà, moi j'étais un peu, je me suis dit bon, il y a quand même moyen d'améliorer tout ça. Et en plus, à côté de ça, moi, je m'intéressais de plus en plus aux technologies de la construction. Et je me suis dit, voilà, moi j'ai envie de changement. J'ai donné ma démission et je suis allée voir ce qui se passait au niveau des technologies de la construction. Donc j'ai rencontré une start-up qui s'appelle Archisnapper. Ils font tout ce qui est remarque, une application pour tout ce qui est remarque de chantier. Et je leur ai dit, les gars, est-ce que ça vous dit pas que j'aille développer votre produit à San Francisco, dans la Silicon Valley, pour aller voir un peu comment ça se passe, comment ça bouge là-bas, quoi. Et ils m'ont dit, ouais, super chaud, t'es ingénieur en construction, t'as de l'expérience, il nous faut quelqu'un comme toi. Et donc je suis partie quelques semaines après avec mes valises dans la Silicon Valley. Gros changement. Gros changement de vie, quoi. Je suis passée du chantier au coworking de San Francisco. Et c'était super chouette, j'ai appris énormément de choses, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et en plus, dans la Silicon Valley, t'as un souffle entrepreneurial quand même assez important. Ça m'a vraiment donné le coup de pouce qu'il me fallait pour me dire que j'allais lancer ma boîte. Et donc voilà, quelques mois plus tard, je suis revenue en Belgique il y a 1 an pour démarrer ma propre start-up. Et donc voilà, l'aventure a un peu commencé. Et donc je me suis retrouvée au début, vraiment un peu seule au monde à essayer de trouver des coéquipiers. C'était pas évident, je me suis plantée 2 fois de cofondateur. Et puis voilà, j'ai fait pas mal de partenariats, j'ai été interviewée beaucoup d'entreprises pour essayer de vraiment collecter tous les pains, voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas, voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et donc je suis arrivée avec une idée de plateforme. Que je suis allée pitcher dans pas mal d'endroits, et j'ai participé cet été au Startup Camp organisé par Engine à Louvain-la-Neuve. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai rencontré Florent, en fait, que je suis allée interviewer comme un client potentiel. D'accord. C'était une rencontre assez marrante. Donc je suis arrivée dans son bureau, j'ai interviewé et je te laisse raconter. Et donc moi, Caroline a vraiment le profil construction technique, moi j'ai plus le profil business, donc j'ai fait ingénieur de gestion ici à la LSM. Et pendant mes études, donc déjà à partir de ma 2e, j'ai travaillé donc au sein de l'entreprise de construction de mon père, qui est là depuis 25 ans, et où je me suis occupé justement de la réorganisation complète d'une entreprise, donc c'était notamment la mise en place d'un ERP. Et après avoir cherché énormément de solutions, on a dû faire un choix, mais un choix qui ne nous convenait pas du tout, parce que les solutions qui étaient en place sont souvent des outils très complexes, manquant de fonctionnalités, vraiment très peu pensés, fait souvent par des informaticiens pour des entrepreneurs qui ne sont pas du tout des entrepreneurs. Et donc on a fait un choix, mais je m'étais toujours dit ça ne me va pas, un jour il faudrait que je trouve quelque chose d'autre. J'avais fait des recherches, mais
voilà, vraiment ça tenait pas la route. Et puis Caroline m'a présenté son projet. Ouais. Et j'ai dit, voilà, c'est exactement ça qu'il nous faut. Et c'est surtout ça qu'il faut au secteur. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un gros problème à l'expliquer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment un outil budgétaire collaboratif, dans le sens où le secteur de la construction était vraiment un domaine où il y a énormément de collaboration, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur, les sous-traitants, le client. Et souvent, c'est des informations qui passent par email, où chacun travaille de son côté, essaie d'échanger. Et en moyenne, une même information est encodée 7 fois tout au long de vie d'un chantier, donc ça perd de temps pour tout le monde. C'est pas du boulot aussi qui est le plus fun, et c'est surtout source d'erreur. Et donc, par rapport à ça, quand on a présenté le projet, j'ai dit, écoute, elle cherchait justement quelqu'un qui avait ce profil business, mais qui surtout connaissait le secteur, parce que c'est un secteur très particulier. Moi, je suis né dedans, donc du coup, ça tombait bien, et c'est comme ça que j'ai rejoint le projet. Au départ, à mi-temps, et je m'y investis de plus en plus. Donc voilà, là où on parce que j'imagine pas le domaine de la construction, ça doit être au niveau organisationnel, ça doit être un casse-tête, quoi. Comment ça se passe? On considère pas Smart BIM, mais comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? C'est vrai que c'est très compliqué à gérer, étant donné que chaque endroit de travail n'est pas au même endroit. C'est pas une usine ou un magasin qu'on ouvre tous les matins. C'est des lieux de travail effectivement qui sont tout à fait partagés avec des acteurs soit internes soit externes. Donc en termes de coordination et de partage d'informations, c'est vrai que ça doit être très bien pensé. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup de perte de temps pour tout le monde. C'est beaucoup de quelqu'un qui nous téléphone parce qu'il n'a pas la bonne information, ou qui a fait une erreur parce qu'on lui a envoyé le plan mais qu'il n'a pas vu son email, parce que parmi tous les emails qu'on reçoit. Donc voilà, un exemple de workflow assez inefficace. Par exemple, sur un chantier, il y a le gestionnaire de projet qui va faire des demandes de prix aux sous-traitants. Il va envoyer tous les éléments d'un ouvrage pour lesquels il veut remettre prix dans un fichier Excel, qu'il va envoyer à ses 500 sous-traitants. Ces sous-traitants vont remettre prix dans un PDF qu'il va devoir réencoder dans son Excel, puis ensuite réencoder dans un devis. Et donc en fait, il y a énormément de réencodage tout le temps. Il y a énormément d'erreurs, il y a plein d'oublis. Et pareil, au niveau du suivi budgétaire, l'entreprise va envoyer des états d'avancement au maître d'ouvrage, donc à son client, tous les mois, pour dire voilà où on en est. Et lui va tout réencoder dans son budget. Et parfois, voilà, on oublie des suppléments, on perd le fil, et on réalise en fait qu'on est en dépassement budgétaire à la fin d'un projet. Et puis souvent, le problème, c'est que les projets s'enchaînent. Et donc, en fait, on passe au projet d'après sans vraiment faire le bilan de ce qui a bien été, où est-ce qu'on a perdu, où est-ce qu'on a gagné. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on essaye d'intervenir. En fait, notre mission principale, c'est d'aider les entreprises à connaître mieux leur prix de revient et d'avoir un retour d'information entre le chantier et l'étude de prix. Un espèce de feedback loop continu qui permet vraiment de s'approprier. Vous améliorez la communication au sein de la boîte, quoi. Et donc c'est une solution que vous avez voulu développer en étant confronté au problème. C'est-à-dire que vous voyez ce qui se passait et vous vous êtes dit il y a un truc à faire. Moi j'ai été confrontée au niveau de la gestion de chantier et Florent il était en termes au niveau bureau, plus en termes de contrôleur de gestion, et également j'ai également fait deviseur où là vraiment le retour d'information chantier n'est pas suffisant pour vraiment savoir en fin de chantier qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment on améliore. Et donc voilà, c'est vraiment. Et du coup, vous vous êtes lancé en étant confronté à ce problème. Vous avez toujours voulu entreprendre, ou c'est une fois que vous avez été confronté à ce problème, vous vous êtes dit je me lance et je développe une solution? Alors honnêtement, moi j'étais dans une organisation, une ASBL étudiante qui s'appelait le CCI, et on organisait régulièrement des conférences sur les startups. En 2011, c'était un peu nouveau mot trendy. Pour moi, c'était un peu un concept nébuleux. C'est un peu à la mode. Et donc je me suis dit, moi, les startups, quand on posait la question à l'assemblée, qui voudra un jour lancer sa startup, pour moi c'était, je pense pas qu'un jour je serai chef d'entreprise. Enfin, en tout cas, j'y avais pas vraiment je sentais pas le besoin. Mais c'est juste venu parce que voilà, j'étais confrontée au problème et que j'avais envie de changer de vie, et que je voyais beaucoup de choses se passer. Je me suis dit pourquoi pas tenter. Le boulot en tant qu'employé t'étais épanoui dans ce que tu faisais, ou tu sentais que tu commençais à en avoir un peu moins? Je sentais que j'étais pas spécialement à ma place, que moi je suis quelqu'un d'assez créative, et moi j'avais besoin de plus de changements, j'avais besoin d'avoir un impact plus important sur ce que je faisais. Et le métro boulot dodo, à un moment donné, j'en ai eu un peu marre, quoi. Moi, c'est que c'est un peu différent. Moi, je m'étais déjà convaincu depuis le début que le métro boulot dodo, c'était pas ce qu'il me fallait. Alors bon, je l'ai fait parce que entreprise existante depuis 25 ans et qu'il y avait beaucoup de choses à réorganiser, mais toujours en me disant je ferai pas ça toute ma vie. J'avais pas fait une relation pour être contrôleur de gestion, que j'avais plus justement cette âme d'entrepreneur. Et c'est d'ailleurs un autre entrepreneur qui m'a conseillé à Caroline, c'est Philippe Corbizier de Bifulty. Ah bah oui. Qui en fait c'est un de mes bons amis, et c'est lui qui a dit à Caroline,
va lui parler de ton projet, ça l'intéressera. Et je m'étais à un moment lancé dans une petite aventure entrepreneuriale, je pense qu'il en a déjà parlé d'ailleurs Philippe, enfin entrepreneuriale, non, on voulait plus être entrepreneur qu'avoir un projet, donc c'était un peu plus compliqué. Tu peux expliquer le projet que c'était? Il n'y avait pas vraiment de projet, enfin je vais résumer parce que vraiment on avait une bonne équipe, on avait testé en fait justement toujours lié à la construction, c'était au moment où il y avait eu, comme ça je l'explique un petit peu, les construits badges, les badges d'identification, et on s'était dit bon on va lancer un produit, juste achat-vente, point. Sauf qu'au niveau loi, c'était pas tout à fait connu de tout le monde, que c'était vraiment un marché, voilà. Et puis même en termes de perspective de développement, c'était très local, c'était... Voilà, on avait plus une bonne équipe, on a envie de faire quelque chose, on a pris, pas dire le premier truc qui venait, mais c'était limite. Et puis voilà, et puis vu que ce projet-là n'a pas vraiment décollé, chacun a repris ses habitudes, et voilà, puis c'était pas un projet qui me bottait même. Mais c'était de la vente de badge. C'était pas mal, ça t'a permis de créer la première société, de voir un peu. Tu testes un peu, tu fais un peu la main, etc. Mais c'était quand même assez drôle, faut le noter, de créer une société avant même d'avoir des clients. On avait tout. Et on a eu des clients, on en a quand même eu, mais par exemple on a eu des clients qui n'étaient absolument rien à voir avec la construction. On a vendu à une société qui faisait de la sécurité, donc on a vendu 100 je pense d'un coup, donc c'était bien, mais voilà, c'est vrai que c'était une première expérience, c'était marrant. Philippe en tire de très très bonnes conclusions du type études de marché, on aurait dû aller un peu plus loin. Donc maintenant Caroline a bien fait ça pendant un an. Donc c'était une expérience assez marrante. Mais donc moi de mon côté, c'était plus vraiment toujours dans cette idée un jour. Et même à la suite, on a déjà dit avec Caroline, on fait ce projet-là, on le fait à fond. Et c'est un projet qui a vraiment énormément de perspectives, où on peut vraiment s'accrocher avec d'autres. Et vraiment, on n'a pas envie de se limiter à ce qu'on faisait, on a vraiment plein d'idées, on a envie d'avancer. Donc, et le secteur de la construction a tellement été réticent au changement qu'il y a énormément de choses à faire. Donc du fait qu'on connaît de plus en plus la technologie, qu'on connaît bien le secteur, ça aide à développer quoi. Qui peuvent suivre. Mais du coup l'idée n'est pas née tout de suite, puisque tu dis que tu as bossé avec une jeune start-up qui faisait déjà, c'était quelque chose de similaire qu'ils faisaient ou rien à voir? C'était plus vraiment de la gestion de plans, un peu comme Aproplan, le concurrent. Donc c'est la gestion de remarques, de chantier, etc. C'est plutôt vraiment de gestion de projet. Et du coup, t'es parti en Californie. Et ça a marché là-bas. Et du coup, j'ai été démarcher quelques clients. Il y avait beaucoup plus de concurrence parce que en fait, vraiment les premières applications autour de la construction, c'est vraiment se base là-dessus. Sur gestion de remarques de chantier, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font là-dedans. Mais par contre, dans ce que nous on fait, la gestion budgétaire, c'est souvent des vieux logiciels qui ont du mal à se mettre à jour. Et donc là, il y a un peu moins de choses. Et donc, forcément, l'environnement entrepreneurial est complètement différent là-bas par rapport ici. Quand t'es revenu, t'es pas pris une claque en disant c'est quand même différent de... Mais je m'attendais à ce que ce soit 10 fois pire, honnêtement. Je pensais qu'il y avait vraiment pas grand chose, mais en fait je suis assez étonnée parce que même en Wallonie ils poussent beaucoup, il y a énormément de bootcamp, il y a énormément de choses, de subsides, etc. Et je pense que si j'étais restée aux États-Unis, j'aurais pas eu accès à tous ces subsides. Et d'ailleurs j'avais une bien meilleure connaissance du marché belge. Et j'avais beaucoup plus de contacts en Belgique qu'à San Francisco, où en plus la vie coûte très très cher. Et c'est beaucoup plus concurrentiel. Là-bas, les mecs sont un peu tarés dans ce qu'ils font. Après, au niveau de la construction, ils sont beaucoup plus avancés. C'est vrai. Ce que Ryan disait. Et donc par là, il y a des solutions qui commencent en tout cas à émerger. Certaines vraiment très bonnes, d'autres moins. Mais de manière générale, voilà, au niveau, les Américains ont plus cette optique, n'ont pas cette résistance au changement comme on a ici dans le secteur de la construction. Même si l'avantage quand même qu'on a, c'est que c'est un marché au niveau belge qui commence à vraiment être mature au niveau du secteur, qui remarque les mêmes problèmes que nous. Tout le monde en a marre effectivement de réencoder cette fois les mêmes informations, de perdre du temps, etc. Donc il y a une demande très forte, mais au niveau de l'offre pour le moment elle n'est pas là. Mais il y a des solutions comme Aproplan, et c'est qu'on est vraiment différent mais très complémentaire avec un Aproplan. Aproplan ou Archinapper s'occupe vraiment de la gestion collaborative, la collaboration, mais au niveau gestion documentaire des informations, que nous on fait sur le même principe, mais au niveau des prix, tant en phase d'exécution qu'en phase chantier. Et donc à terme, c'est vrai qu'on est déjà un petit peu en discussion avec eux, parce qu'il y a vraiment l'idée, c'est que chacun se focalise sur ce qui fait le mieux, et que peut-être dans des avenirs proches ou plus lointains, qu'on finisse par collaborer ensemble et voir qu'on propose une solution complète à tous ces acteurs qui ne demandent que ça. Et comment vous expliquez qu'il y a une telle résistance au changement dans le domaine de la construction? Pourquoi c'est inerte, entre guillemets, c'est un grand mot, mais... Parce que le secteur de la construction est un secteur très traditionnel, on pourrait faire très simple, même s'il y a des améliorations, etc. On construit aujourd'hui presque de la même manière qu'il y a 50 ans. Les ouvriers, il y a quand même, ça n'intéressait pas toute une période, enfin il y a quand même des jeunes, etc. Mais c'est quand même un secteur
qui voilà bien implanté, la machine tourne bien, quoi. Sauf que maintenant, les choses vont de plus en plus vite, les budgets sont de plus en plus restreints, de manière générale, on connaît, on voit de quoi je veux parler, et que donc tout le monde commence à se rendre compte qu'il faut être un peu plus efficace, un petit peu optimiser les process, etc. Qu'avant, voilà, c'est un peu allé, ça roulait bien, tout le monde était content, que maintenant, voilà. On se rend compte aussi, c'est qu'il y a une résistance au changement parce que les gens n'ont pas le temps. En construction, sur un chantier, on est constamment en retard. Avant même d'avoir posé la première brique, on est déjà en retard. Et donc, finalement, moi-même, quand j'étais sur chantier, je m'intéressais aux technologies, mais j'avais pas le temps vraiment d'aller voir ce qui se proposait. Oui, t'étais la tête dans le guidon, quoi. Et j'étais complètement la tête dans le guidon. Et donc finalement, c'est très dur de prendre du recul. En fait, on préfère travailler plus longtemps de manière inefficace que vraiment prendre du recul, dire comment est-ce qu'on peut améliorer notre travail. Plutôt que de prendre le temps pour améliorer la solution, même si sur le long terme ça permettrait de gagner du temps, quoi. C'est un peu paradoxal, quoi. Et du coup, j'imagine que les boîtes vous voient arriver un peu comme ils sont contents quand ils vous voient arriver, quoi, avec votre solution, ou au contraire ils sont difficiles à convaincre. Mais il y a justement aussi la troisième raison pour laquelle on résiste au changement, je l'ai dit juste avant, c'est que c'est en termes d'outils existants où ça répondait pas du tout à la demande. Donc oui, c'est vrai que maintenant quand on présente ce qu'on est occupé à faire, on leur dit c'est vraiment ça qu'on avait besoin, et jusqu'ici on est qu'en 2017, il n'y a personne qui va l'air de comprendre un petit peu ce qu'on voulait. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a encore des récentes enquêtes de la Confédération qui ont permis de montrer qu'il n'y a que 5% des entreprises qui sont passées aux outils numériques, donc il y a toujours 95% qui sont sur Excel, voire pire par fax et papier. On est vraiment à ce stade-là, parce que les outils qui étaient existants, comme je l'avais dit, ont été développés par les informaticiens. Il y a peu d'informaticiens et de personnes qui ont fait des études d'ingénieurs, que ce soit dans le secteur de la construction, surtout au niveau PME qui représente quand même quasi une mémoire, c'est 95-95%. Ouais, c'est la grande majorité des emplois. Tout secteur, mais construction également. Et donc voilà, eux ont envie de passer, mais il ne faut pas que ça alourdisse ce qu'ils font déjà, alors qu'ils n'ont déjà pas trop de temps. Donc nous, c'est ça surtout qu'on veut faire, c'est un outil et par sa définition qui doit aider l'entreprise et pas... L'outil est ergonomique, hyper simple à utiliser, ou tu dois quand même former des gens qui vont l'utiliser? On veut que ce soit on veut que ça soit user-friendly, on veut qu'on puisse onboarder les utilisateurs rapidement, qu'ils comprennent directement, pas commencer à les former pendant 6 mois avant qu'ils puissent commencer à l'utiliser. Donc par rapport à ça, on a énormément de réflexion, on travaille avec un UX expert, etc. pour vraiment, l'objectif c'est on sache directement où cliquer, où on va, ce qu'on veut faire. On se prend l'exemple de l'iPad où il y a des enfants qui ont parlé qui savent l'utiliser. Un petit peu dans cette dynamique-là, même si on ne fera pas l'iPad demain, mais on espère y tendre. Ça me fait penser à une boîte qui s'appelle Skello et qui développe une solution aussi qui facilite le travail des gestionnaires de restaurants. Donc quand ils doivent faire leur table pour la semaine avec tous les employés qui doivent venir servir à telle heure, c'était pas du tout numérisé et du coup ils faisaient ça avec un papier ou sur Excel, etc. Et Skello arrive, il propose une solution beaucoup plus simple et ils vont faire tous les restaurants en un, quoi. Tu facilites vraiment le travail c'est du B2B, quoi. Tu facilites le travail d'entreprise. Du coup, vous avez fait le Startup Camp, c'était Nestup à la base. Ouais, c'est ça. En fait, Nestup est devenu... Et toi, tu le faisais pour SmartBeam. Et toi, tu le faisais pour un autre projet? Non, il le faisait pas. Tu le faisais pas, ok. Caroline a rencontré Philippe quand il était au Startup Camp, qui lui a dit si tu cherches quelqu'un. Ouais, ok. Mais en fait, Nestup, peut-être vous pouvez expliquer très rapidement, mais je pense qu'il vous drille beaucoup à aller sur le marché, à aller voir les gens. Et du coup, j'imagine que tu t'as trouvé Florent en démarchant des clients. Exactement. Il nous a dit pour demain, vous devez aller démarcher 5 clients et vous devez déjà aller récolter de l'argent, quoi. Et donc, peu importe la manière, il fallait qu'on trouve de l'argent. Et donc, à un moment donné, j'ai fait tous mes contacts. Qui est prêt à signer un contrat, là. En 24 heures, tu devais trouver vraiment... on avait une semaine pour vraiment ramener des contrats. Et peu importe, limite, il dit c'est juste prouver que vous savez vendre, même si j'exagère mais olympique, mais prouver que vous êtes capable de parler d'argent avec un client et lui faire signer quelque chose. Et donc ils sont vraiment dans une approche effectivement où il faut y aller, quoi. Très lean, quoi, c'est vraiment... parce que justement tu avais dit qu'il y avait plein de... au Royaume-Uni tu as plein de subsides, plein de programmes, etc. Pourquoi le Startup Camp et pas un autre? Parce que... j'ai fait le MIC, en fait c'est Microsoft Innovation Center, j'ai commencé par ça et puis après j'ai quand même lancé cette startup seule à la base et donc j'avais vraiment envie d'être dans un environnement aussi plus dynamique où je rencontrais des gens et c'est vrai que en fait ça m'a vraiment permis de rencontrer mes associés. Florent, je l'ai rencontré via via le Startup Camp et notre autre associé développeur, lui je l'ai rencontré via le MIC. Donc en fait finalement c'est vraiment
des opportunités de rencontrer un maximum non seulement de gens tu testes ton projet, tu le développes, mais en plus tu rencontres des gens avec qui ça peut matcher, quoi. Ouais, voilà. Mais justement, tu avais 2 autres cofondateurs avant. Pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi est-ce qu'avec Florent ça a fonctionné? Le premier c'était à San Francisco, et en fait on a réalisé qu'on n'avait pas les mêmes demandes. Enfin, lui en fait il voulait d'abord se concentrer il voulait terminer son MBA et peut-être encore faire des stages. Et moi, si j'étais à San Francisco, c'est pour développer un produit, c'était pour lancer une start-up rapidement, pas le faire en 3 ans, surtout que là-bas ça coûte cher, donc j'avais pas envie de rester des années. Et donc voilà, finalement j'ai décidé de revenir en Belgique, donc on a arrêté l'aventure à 2. Et puis encore j'ai eu un autre cofondateur temporaire en Belgique, et finalement voilà, lui il s'est dit le milieu de la construction ça me parle pas trop, je comprends pas vraiment, j'arrive pas trop à trouver ma place. Oui, s'il bossait pas dedans à la base. Et donc du coup c'est très difficile pour quelqu'un qui vient pas du milieu de comprendre tout ça. Notre développeur, lui, évidemment, il parvient à comprendre de plus en plus, mais c'était pas très évident au début. Il bossait pas du tout dans le domaine de la construction à la base. Non. Exactement, donc rien à voir. Mais c'est que ça, c'est un point principal, c'est que c'est un projet où faut vraiment comprendre vers où on va et pourquoi, et quand on va en client, comprendre les clients, leur peine, arriver à leur présenter de la solution en connaissant le métier. Donc ça, c'est clair que c'est un point. Je pense que dans tous les domaines, peu importe dans quel domaine tu te lances, tu dois connaître ton marché, tu dois connaître le pain des gens, tu dois savoir pourquoi ils sont désespérés, quoi. Mais après il y a évidemment des domaines où on perçoit plus facilement, parce que c'était des domaines un peu tous les jours, que c'est que le secteur de la construction reste un peu particulier, faut comprendre. C'est le jeu de pierre. Et ça fait combien de temps que vous avez démarré? Moi ça fait en août de l'année passée. Et moi je l'ai rejoint au mois de mai. Et Denis nous a rejoint au mois de juin. Donc vous vous êtes lancé après la fin de vos études, vous avez déjà travaillé, etc. Et vous décidez de vous lancer, mais comment est-ce que votre entourage réagit? Parce qu'ils vous voient quitter vos emplois, en fait. Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'est-ce que tu fous? Moi mes parents déjà m'ont beaucoup soutenu, ça j'ai énormément de chance. Ils m'ont vraiment aidé, donné beaucoup de conseils, ils m'ont ouvert des portes, ils m'ont ouvert tous leurs contacts possibles, c'était super chouette. Mon père, je le vois beaucoup. Et alors dans les amis, mon copain forcément il est aussi dans l'entrepreneuriat, donc il lance sa boîte actuellement. On va être 2 entrepreneurs à lancer, à bosser full time. Et mes amis forcément ils sont hyper intéressés, ils me supportent à fond. Et moi de mon côté, comme je dis, mon père a son entreprise depuis 25 ans qu'il a lancé aussi, donc lui il m'a inculqué cet entrepreneur et de ne pas avoir peur, et quand on a envie de faire quelque chose on le fait. Ma compagne elle est architecte et donc également indépendante, donc un peu en mode entrepreneur aussi, même si c'est un peu différent, mais elle surtout comprend le secteur, et eux en ont besoin aussi. Donc du coup quand j'ai pas le me lancer dans ce projet là, c'était également un des clients qu'on était interviewé, parce que c'est que les architectes font également toute la partie demande d'offres, comparaison, etc. Et donc voilà, clairement on a eu j'ai eu un gros soutien, et quand il n'y a pas de souci. Ça c'est génial, le soutien de ton entourage, je pense que c'est hyper important. Surtout dans les moments où ça va pas très bien, il y a évidemment l'aventure entrepreneuriale, c'est pas toujours que des choses positives. Il y a des moments où ça a été très difficile pour vous? Ça fait pas longtemps, mais... Ah oui, depuis 1 an, c'est un vrai roller coaster. Il y a des moments où c'est super chouette, on fait plein de partenariats, ça marche du tonnerre, et puis il y a un moment où finalement il y a un cofondateur qui part, ou on se rend compte que ça avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc il faut toujours se raccrocher à sa vision, à son projet, et il faut être convaincu vraiment par ce qu'on fait, il faut que les gens aussi nous soutiennent. Et puis après, depuis qu'on est 3, les choses vont très vite et vont très bien, donc c'est vrai que ça aide à maintenir la motivation. Avoir une équipe, ça a changé énormément. Être à 3 pour vous, c'est le nombre parfait? Ou est-ce que, pour confonder, je veux dire, je parle pas en termes d'employés, etc. C'est parfait. Maintenant, c'est qu'il y a quand même une discussion. Peut-être, je dirais, s'il y a un maximum donné, c'est 4. 3, ça va encore très bien. 4, je pense que mais après, il y a un moment, il y a quand même des décisions qui des fois sont à prendre, et il faut pas s'être en 6 mois. Donc voilà, je trouve que si c'est un chiffre à donner maximum, ce serait sur 4. D'autres effectivement, il y a d'autres startups qui ont très bien réussi à 4. Mais c'est maximum, quoi. Il faut surtout que chacun ait quelque chose à apporter de différent. En fait, nous, on est quand même assez complémentaires. Il faut pas qu'il y ait 3 personnes qui fassent la même chose. Oui, c'est ça, tu dois avoir une complémentarité. Au niveau des compétences, je pense, mais aussi au niveau du caractère. Je pense, c'est ce qui revient en général dans les critères d'une bonne équipe. Je pense qu'aussi au niveau de l'entourage, ce qui était important, c'est qu'ils comprenaient votre domaine
Parce qu'en général, quand ça peut arriver, mais quand tu expliques à quelqu'un qui t'aime, je me lance et tu lui expliques son idée, il va te dire c'est une idée géniale, mais il va te le dire pas parce qu'il trouve l'idée géniale, mais parce qu'il veut te faire plaisir, entre guillemets. Ouais. Et je pense que si la personne comprend le marché, forcément ils vous ont peut-être donné un avis un peu plus développé. Notre entourage direct, en tout cas, c'est que je le comprends. Maintenant, c'est qu'à nouveau, ça reste un produit très spécifique, orienté métier. Donc c'est vrai que oui, certaines parties de nos entourages, à mon avis, de côté, c'est un peu le même, nous comprennent et nous soutiennent, mais c'est pas pour autant qu'ils vont donner un retour sur le projet constructif. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens qui vous ont critiqué, qui vous ont dit ça marchera jamais, etc. Ou vous n'avez pas encore eu de critiques ultra négatives? Beaucoup de gens qui ont dit c'est très complexe ce que tu fais, t'es sûr que tu vas y arriver. Parfois on se remet un peu en doute, est-ce que je devrais pas juste retrouver un boulot en tant qu'employé à partir de jusque quand est-ce que j'essaye. C'est des questions qu'on nous pose, mais personne nous a dit non, faut arrêter. C'est que le plus gros point, c'est que c'est un très gros projet, parce qu'en gros on est occupé à créer, je dirais pas un ERP mais quasi, mais quelque chose de très intégré avec énormément un scope très large, et que c'est vrai que souvent beaucoup de startups aujourd'hui se lancent en mode petit MVP, on teste, on voit. Oui, c'est ça. Que nous, quand on va trouver un client, c'est vrai que si ça fonctionne pas tout de suite, il y a moyen aussi de le tester. Mais quand ils l'implémentent, il faut que ça roule, ils vont pas commencer à travailler sur 15 logiciels différents. Parce que c'est du B2B aussi. Oui, donc il y a une approche, et c'est parfois ça aussi, au niveau du Startup Camp où on avait un peu d'écart, c'est faut aller en mode limite, il faut vendre rien, mais nous, nos clients, ils veulent quelque chose. Tu peux pas faire semblant, quoi. Tu veux lui apporter une solution concrète. On peut leur rendre assis-toi, mais c'est pas ça qu'on fait. C'est ça. Donc, t'as vraiment la différence entre le digital, marketing, application, etc. Et c'est aussi digital chez vous et dématérialisé, mais c'est un vrai produit, quoi. Donc, et est-ce que vous aviez toutes les compétences nécessaires pour vous lancer, ou vous avez dû apprendre des choses en chemin? On apprend toujours, tous les jours encore. On prend sur le tas, là, on se forme sur les levées de fonds, par exemple. Non, franchement, c'est ça c'est un métier qui est génial, le métier d'entrepreneur, parce que tu connais rien au début et t'apprends tout, quoi. Levée de fonds, répartition des parts, etc. C'est que soit ça c'est sur la partie business, c'est vrai que c'est quelque chose où moi il y a en plus une expérience d'entreprise bien établie. C'est parfaitement dans la société de ça en sortant de la LSM, mais une fois qu'on rentre dans les cas un peu plus start-up, il faut encore apprendre de nouvelles choses, et c'est pas nécessairement ça qu'on nous apprend ici, quoique je pense que dernièrement c'est un peu changé. Pour lancer ta boîte, est-ce qu'il y a ces PME qui existent où là tu portes un projet mémoire et tu dois vraiment essayer de lancer ton entreprise à la fin. Mais sinon, moi j'ai fait 3 ans de bac pour l'instant, je me sens pas plus compétent. J'ai peut-être un esprit un peu plus critique et j'ai appris des choses qui vont développer ma culture générale, mais au niveau compétences concrètes qui vont me servir dans la vraie vie, non. Même si après, il ne faut pas sous-estimer certains cours. Il y en a certains qui sont encore utilisés par la suite. Donc, mais ce qu'on apprend fondamentalement à l'université, c'est à apprendre en fait. On apprend à apprendre, et après il faut retourner parfois dans... Mais ça c'est sur la partie business, après là on apprend quand même beaucoup, et ce qui nous manquait peut-être le plus c'était la partie développement. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a un troisième associé qui est développeur, parce que il y a aujourd'hui des bootcamps, etc. qui permettent d'apprendre. Mais c'est une vraie pas aussi vite que quelqu'un qui fait ça depuis, c'est son boulot, quoi. Chacun son boulot, et même chose, un développeur tout seul, et c'est ça on parle de profils complémentaires, un développeur tout seul, aura peut-être des super idées, n'aura peut-être pas la manière de le développer. Donc voilà, c'est il faut une équipe. Chacun sa compétence et sa spécialité, quoi. Mais il faut quand même apprendre pour que chacun comprenne. Chacun comprenne. Mais du coup, comment vous faites où est-ce que vous allez chercher les apprentissages, où est-ce que vous allez apprendre, chercher l'information, etc. Ce dont vous avez besoin. Par internet, c'est via communauté de contacts, chez des amis, chez des connaissances. Moi, j'apprends surtout au contact des gens. Et c'est vrai qu'il y a Internet qui est une source énorme. Maintenant, c'est vrai qu'être entouré de bonnes personnes qui ont de l'expérience, notamment dans le milieu entrepreneurial, ça aide. Et c'est là que des initiatives comme le Startup Camp sont géniales. Et qu'on a plusieurs coachs qu'on a été revoir plusieurs fois. On les appelle souvent. Genre, quand tu arrives au Startup Camp, ils vous disent clairement vous nous appelez quand vous voulez. Vous êtes vraiment soutenu au long terme ou tu quittes le nid à un moment et à un moment donné, il faut arrêter de les stocker. Oui, ou alors en tant qu'il faut les intégrer dans le board d'advisor et qui accompagnent le projet parce qu'ils ont une affinité pour le projet. Mais c'est que l'objectif c'est quand même qu'à un moment, ou alors tu fais appel à eux, aussi les intégrer ou les payer ou les prendre comme conseiller. Mais c'est vrai que pour ça, c'est pas mal de faire ce type de programme parce que ça permet quand même d'élargir le réseau. Et encore maintenant, on voit qu'il y a des bonnes retombées par rapport à ça. Mais il y a énormément d'initiatives, franchement, quand on pense Réseau Entreprendre, il y a Startit, on peut vraiment être aidé. Si on veut être aidé, il y a beaucoup de possibilités.
quand tu arrives dans ce milieu, tu ne vois pas clairement qu'il y a toutes ces possibilités. Non, et c'est un peu caché, c'est un peu un monde, et pour y accéder, il faut creuser, il faut passer de personne en personne, etc. Maintenant, si quelqu'un lance une boîte, les entrepreneurs qui lancent des startups, on est tous ouverts, et donc il suffit que quelqu'un nous demande quels sont les bons plans, tout le monde serait ravi de partager aussi. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir des cofondateurs, des personnes qui ont lancé leur boîte, voir qu'est-ce que vous avez fait, comment vous êtes entouré. Et du coup, justement, le domaine de la construction, vous avez dit c'est un domaine qui est assez, qui bouge pas trop, qui est inerte, où on ne change pas trop les choses. Ils voient deux jeunes qui arrivent avec une nouvelle solution. Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux? Est-ce qu'ils, comment on vous accueille? Souvent très bien, parce que eux ils voient aussi beaucoup de solutions type SAP qui viennent beaucoup plus professionnelles, mais qui viennent avec des énormes budgets et qui disent on va vous faire une solution de A à Z qui va vous coûter autant. Et eux ils en ont marre d'entendre ça. Ils ont envie de petits jeunes qui vont vraiment les aider dans la bonne direction et qui les comprennent surtout. Qui comprennent le milieu, parce que... Et c'est là où souvent on est quand même bien accueillis, c'est que ils savent bien que même si on n'a pas la plus grande expérience, on a quand même une belle... oui, c'est ça, vous connaissez quoi, vous connaissez le problème, chose, on sait de quoi on parle, donc ça change des consultants individuels. Okay. Pour vous, c'est quoi ça fait moins d'un an, un peu plus d'un an, pardon. Il y a des erreurs que vous avez faites, que vous auriez pu éviter en regardant votre parcours jusqu'à présent? C'est quoi les erreurs typiques? Moi, je dirais ne pas chercher des associés pour chercher des associés. Okay. En fait, s'il faut faire des associations, elles viendront naturellement, mais il ne faut pas chercher absolument à avoir un cofondateur nécessairement. En fait. J'ai oublié ma question. C'est quoi la chose que vous avez apprise? Là, je viens de demander l'erreur, mais c'est le plus gros apprentissage que vous tirez jusqu'à présent de ce que vous avez fait. Je pense que déjà, moi, si je dois vraiment dire un truc particulier, c'est apprendre à travailler à plusieurs. C'est pour ça, justement, des travaux de groupe, c'est ça qu'on a fait, les LSM aident pas mal. Mais là, c'est qu'on a dans le cas concret. Donc ça, c'est vraiment un gros apprentissage. Je sais pas... Et chercher vraiment à comprendre les problèmes des gens. C'est quelque chose qu'on apprend vraiment à faire et essayer de trouver des solutions. En fait, mon boulot sur chantier, ça a toujours été d'essayer de trouver des solutions à des problèmes. Mon boulot, c'est vraiment répondre à des problèmes. C'est ça. Mais en fait, tout part de là. Tu pars du problème et puis tu développes plein de solutions différentes. Il y a une idée qui revient, ça je la pose assez souvent cette question, parce que c'est ancré, et les gens disent j'ai une idée, mais j'ai peur d'en parler parce qu'on va me la voler. C'est une question typique que je pose. C'est quoi votre avis là-dessus? Il faut en parler le plus possible, parce que c'est au contact d'autres personnes, c'est en échangeant des avis que justement l'idée va se développer. Et en fait, on va jamais vraiment voler une idée, parce que en fait, une start-up, c'est pas qu'une idée, c'est aussi l'exécution, c'est la team derrière. Franchement, moi je dis, c'est toujours mieux d'en parler, de garder pour soi. On dit souvent lors des premières levées de fonds, ce qu'ils achètent, c'est pas l'idée, c'est l'équipe qui va le mettre en place. Des idées, il y a plein de gens qui en ont plein, mais qui n'en feront jamais rien. Et il y a d'autres qui en ont une un peu bof au début, puis qui vont se lancer, ça va transformer une idée géniale. Donc je pense que faut pas hésiter au contraire à en parler, parce que l'intelligence collective, etc. C'est toujours. Et puis il y a des gens qui ont du recul aussi sur le projet. Donc faut vraiment. Puis des gens qui vont dire tiens, je connais une personne avec qui tu pourrais justement en discuter, peut-être que ça va devenir ton cofondateur. Donc Et comment vous savez si votre idée est bonne? Est-ce que c'est en fonction de ce que vous disent les gens? Vous allez la tester très rapidement. Si vous deviez recommencer aujourd'hui, c'est à partir du moment où on demande de l'argent. Vous serez à payer. En gros, il y a toujours la question est-ce que le produit vous parle? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est à partir du moment où on demande est-ce que vous êtes prêt à payer pour? C'est là qu'on voit vraiment la différence. Et c'est là qu'on teste en fait la valeur que ça apporte vraiment aux gens, et c'est là qu'on voit que ça c'est un bon test. Ça c'est un truc que je trouve pas évident, parce qu'on nous apprend pas à vendre, quoi. T'es obligé d'apprendre sur le tas, quoi. Et moi ça c'est mon cas personnel, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal à te poser cette question, est-ce que t'es prêt à me l'acheter, quoi? Est-ce que vous avez eu cette même difficulté? C'est pas évident au début, il faut débloquer certains verrous, et après on est plus à l'aise parce qu'on sait véritablement la valeur qu'on va leur apporter. Mais tant qu'on n'est pas tant qu'on n'est pas convaincu par ça, c'est toujours un peu bizarre au début. On a souvent le syndrome de l'imposteur,
Mais c'est sûr que c'est pas évident de vendre au début. Tu peux expliquer ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est se dire, oui, est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que je suis déjà la meilleure personne pour leur proposer ça? Est-ce que notre produit va vraiment répondre à leurs besoins? Et tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas démontré ça, on l'a toujours un peu. Et ce qu'on nous apprend pas non plus, mais ça c'est surtout dans un produit SaaS, comme on le fait, c'est très difficile, c'est de fixer un prix de vente. Donc alors oui, on a du marketing qui nous permet de fixer le prix, ou tout simplement en fonction du coût, mais on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Donc comment on fait? C'est que ça c'est vraiment quelque chose où il faut tester. Et c'est au moment où ce premier verrou se débloque de pouvoir parler argent avec le client, où déjà on teste le prix. Et où même nous, on est encore dans une stade où on teste et on voit un petit peu un peu les retours qu'on a. Mais c'est vrai que ça c'est pas évident parce que c'est un peu à tâtons. Et puis même, est-ce que tu fais un prix fixe, est-ce que tu fais un prix abonnement où la boîte paye tout le temps? C'est aussi au niveau de la tarification et comment le revenu. C'est pas évident non plus, quoi. Mais le pricing, c'est vraiment la technique du doigt mouillé, quoi. On essaye, on voit les retours, s'ils acceptent. Tu dois négocier aussi et tout. Puis une comparaison, un benchmarking à faire, mais bon, vu qu'on fait quelque chose que justement qui n'existe pas encore sur le marché belge, puis on est dans un modèle complètement différent, on passe effectivement sur du SaaS, alors qu'aujourd'hui c'est des licences à acheter, serveurs et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident, c'est vraiment ça, c'est la partie la plus dure et qui est encore la plus discutée, c'est cette partie. Parce que votre structure de coût, il n'y a pas de coût fixe. Il y a aussi par la suite, il y aura quand même effectivement tout ce qui est team, tout ce qui est support, puis le produit, l'objectif c'est d'améliorer en continu, donc il y aura toujours une team de développement avec les bureaux qui vont avec et tout. Donc il y aura quand même une structure de coût qui s'instaure. Les coûts grossissent aussi, quoi. C'est ça, mais c'est vrai qu'à ce stade-ci, c'est clair que c'est pas fixe, ça on peut le dire, parce que c'est en fonction, ça reste quand même. Donc oui, mais c'est quand même difficile, et puis même quand on parle de l'abonnement mensuel, il y a un moment où l'investissement, et c'est le principe, est rentabilisé, mais au début l'investissement est supérieur à, donc on va pas bêtement prendre coût plus marge et le vendre au premier client, sinon il ne lâchera jamais. Mais donc il faut quand même être un peu créatif dans ce type de business model. Mais tu dois brainstormer, think out of the box, voir un peu toutes les possibilités que tu peux faire, etc. Penser plus loin, pas juste. C'est des grosses discussions justement qu'on a pour le moment, où se dire où on veut aller. Oui, c'est ça votre challenge. C'est quoi votre challenge du moment en ce moment? C'est d'accélérer le développement. Parce que là, notre partie business avance rapidement. On a beaucoup de demandes, on a des précommandes de clients qui attendent le produit. Et le développement qui avance pas très vite, puisque on a notre développeur à temps plein, à mi-temps. On travaille aussi avec une agence où là, pour l'instant, on a 2 développeurs qui travaillent à temps plein. Mais ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Donc là, on est en train d'engager, on aimerait bien engager des stagiaires. D'ailleurs, si certains développeurs, certains informaticiens du CIEL nous écoutent, on cherche des stagiaires. Des gens qui peuvent aider, quoi. Et donc voilà, là on essaie de recruter et de créer une équipe stable. Je pense que ça vaut mieux que tu aies beaucoup de travail. Et justement, au niveau du time management, comment ça se passe? Est-ce que vous bossez 12 heures par jour et vous savez vous donner de la tête? Voilà. Ou, ça se passe comme ça? Et ça va? C'est super chouette, hein. Moi j'adore ce que je fais. Donc c'est super motivant. Pour moi, ça pose pas de problème de travailler jusqu'à 11h minuit. Être entrepreneur, c'est pas juste un titre, il y a les avantages, mais également des inconvénients. Et c'est vrai que si c'est juste pour avoir fini à 16h tous les jours et pour regarder la télé tout le soir, non, ça on n'est pas dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que c'est un gros challenge dans lequel on se lance, mais heureusement on est passionné par ce qu'on fait. Et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui lancent comme ça les startups se disent souvent ils sont contents eux d'être le lundi parce qu'ils savent bien que la semaine va être enrichissante, mais c'est vrai qu'en fin de semaine on est quand même fatigué. C'est ce qui revient souvent en fait. Ce qui revient en général au niveau des interviews, c'est je bosse beaucoup mais j'adore ce que je fais donc ça me dérange pas. Et je parlais à Martin de Dizzy Close, il disait j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Il fait que ça et il a pas l'impression de travailler, et je pense que c'est moi c'est génial, quand plutôt que de regarder une série, je bosse sur mes maquettes et je trouve ça génial. Vous avez fait un programme d'accompagnement pour vous lancer. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des concours. Est-ce que vous pensez que c'est ultra nécessaire de faire un concours si je veux me lancer? On a fait des concours, on a gagné des concours. On a gagné un hackathon organisé par BNP. C'est vraiment ça qui a soudé notre équipe, c'est de travailler déjà un week-end sur un hackathon. Ça c'était vraiment génial pour apprendre à se connaître et avoir nos méthodes de travail. Mais franchement c'était super. En plus on s'attendait pas du tout à gagner le premier prix B2B. Déjà ça nous a rapporté 20 000 €. Ça nous a rapporté une incubation chez BNP qui maintenant il nous met en contact avec tous leurs clients.
donc c'est énormément donc de portes. ça vaut le coup quoi. Donc ça vaut le coup, En termes d'ouverture de portes. Maintenant il faut pas faire que ça non plus, parce qu'il faut pas tomber dans le piège où on fait que des startup week-ends, parce que ça bouffe quand même pas mal de temps, mais si ça peut faire avancer le business, Et puis pour tester le business aussi, c'est qu'au début d'en faire un peu plus, maintenant qu'on rentre plus en concret, ben voilà, c'est tout. Mais c'est que c'est aussi une manière effectivement de confronter son idée à d'autres. Et comme Caroline disait, c'est quand on a fait l'hackathon, mis à part le fait que déjà on avait vraiment été en se disant au pire, on aura travaillé un week-end ensemble. C'était ça. Le début de la collaboration, c'était au mois de juin, donc moi je venais rejoindre la startup et Denis avec. Donc voilà, c'était un week-end, nous, 48 heures à fond ensemble, et on voit ce que ça donne. Et finalement, on est ressorti avec on est arrivé là-bas, ne sachant pas trop quoi présenter à BNP. Honnêtement, on avait notre produit destiné à l'entreprise de construction. On se dit, qu'est-ce qui pourrait les intéresser? Et finalement, on est quand même ressorti en 2 jours avec une idée qu'on a gagnée. Et alors qu'il y avait d'autres startups qui étaient là, qui venaient, une de Californie, une qui venait d'Israël, une qui venait d'autres. C'est un gros truc quoi. C'est quand même un truc sérieux où on s'était dit qu'est-ce qu'on fait. On a gagné le concours avec un petit pitch deck tout pourri, alors qu'il y en avait certains qui étaient préparés depuis. Oui, c'est ça. Ils étaient là pour gagner. Est-ce qu'ils croyaient vraiment en notre produit et dans nos idées. C'est l'idée et l'équipe pour vous qui fait la différence. Et le pain vraiment qu'on résout. Aussi. C'est très important. En Belgique, le Belge a une brique dans le vent. Le secteur de la construction est un des plus gros niveau économique. Et au niveau bancaire, du coup, c'est énormément. Donc du coup, même principe, on a mis un peu le doigt là où ça faisait mal. Et ils ont vraiment dit, voilà, on va faire un deck qui voit clair et qui a envie de trouver une solution. Tout le monde attendait, repoussait, mais ils sont là, ils sont arrivés. J'ai l'impression que quand tu veux lancer une boîte, vous avez parlé de levée de fonds, etc. Quand tu veux mettre en place ta structure, j'ai l'impression que l'info est pas du tout facilement accessible, que ce soit au niveau juridique, au niveau de la forme de société que tu veux lancer, etc. Est-ce que c'est facile? Oui, il y a quand même énormément de workshops. Oui, si on veut, on peut se renseigner facilement. Il y a Impulse qui donne facilement de l'information. Il y a vraiment plein de structures qui aident là-dessus. On arrive à la question de la fin. Si vous deviez, mettons, moi je veux me lancer, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Quelqu'un qui veut se lancer. Question bateau. Question de la fin. Moi je dirais déjà, il faut pas bouser sa vie ou passer une partie de sa vie pour un produit qui n'en vaut pas le coup. Il faut vraiment, il faut vraiment croire en son idée et parce que vraiment, comme je disais, il y a des moments, il y a des hauts, des bas, et il faut pouvoir se raccrocher à quelque chose, à une vision, on croit vraiment quoi. Et pour reprendre un peu l'exemple que j'ai pris justement avec le porte-badge, il faut faut vraiment aimer ce qu'on fait, parce que c'est ça qui va convaincre un client, c'est vraiment qu'il va voir que nous on y croit et donc il a envie d'y croire aussi. Et alors surtout un deuxième bon conseil, c'est tester le marché, donc pas se lancer bêtement et dire moi j'y crois donc tout le monde va y croire, non mais un minimum quand même retourner un petit peu le bébé dans tous les sens et ne pas hésiter à aller voir un maximum de clients. Les entreprises sont ouvertes, c'est aussi la plupart des gens, ça dépend quelle taille évidemment, mais il y a beaucoup de PME, c'est aussi les entrepreneurs qui se sont lancés avant et qui sont contents de voir qu'il y en a d'autres qui le font. Donc faut pas hésiter à prendre son téléphone et à essayer de passer à la secrétaire. C'est qu'il y a toujours des geeks mais il y a aussi si on a une manière de se présenter et puis souvent ça passe. En fait souvent quand on demande du feedback qu'on va finir par vendre. Non, c'est une très bonne méthode. En fait, on va voir des clients, on leur dit voilà, on veut juste vous présenter notre produit pour avoir votre feedback. Et finalement, ça les intéresse et eux-mêmes vont arriver à la vente, quoi. Et ils vont la construire aussi. C'est ce qu'on fait nous. En fait, on construit un peu ce qu'on fait avec d'autres. Parce que oui, on a une expérience du secteur, mais ça ne fait que jamais 4 ans qu'on est dedans. Il y en a qui ont 30 ans d'expérience, qui travaillent beaucoup avec nous. Où vraiment on a envie, il faut s'entourer d'un maximum de personnes. Mais c'est la stratégie ligne, quoi. Tu prends le feedback, tu améliores ta solution, etc. C'est de suite, quoi. Donc faut pas hésiter, faut juste aller voir un peu à gauche à droite ce qui se passe. Si les gens qui nous écoutent veulent utiliser votre offre, où est-ce qu'on les renvoie, où est-ce qu'ils vous trouvent? www.smartbeam.co. Ok, super. Merci à vous deux.